Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super, qui nous promettait énormément le retour de Gohan. Au final, on l'a eu, ça a plu, ça a déplu à pas mal de monde aussi. Personnellement, je trouve que c'est un épisode qui était plutôt pas mal, mais qui aurait pu faire tellement mieux, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette review. Alors, première petite surprise pour moi, c'est que l'épisode a commencé sans transition. Et sans transition, non pas par rapport à l'épisode de la semaine dernière, mais par rapport à l'épisode dans lequel Gohan était venu rencontrer Piccolo, qui était au-dessus de l'océan ou de la mer, peu importe, sur des espèces de mini-rochers sur lesquels Piccolo était en train de méditer. On ne sait pas comment les deux ont fait pour arriver dans cette zone montagneuse et rocheuse qui nous rappelle les tout débuts de Dragon Ball Z, il faut le dire, l'entraînement de Gohan avec Piccolo. Donc pour l'aspect nostalgie, c'est bien qu'ils soient dans cet endroit-là, mais comment ils y sont arrivés, comment ils ont décidé d'y aller, on ne sait pas vraiment. Enfin, c'est pas bien grave, et pour le moment, on a un Gohan qui est plutôt agressif, mais Piccolo, en ayant encore ses habits de combat qui sont très très lourds, etc. sur lui, sans forcer, arrive carrément vraiment à contrer Gohan très très facilement. Par contre, une bonne chose, c'est qu'en tout début d'épisode, il nous est montré et expliqué que Piccolo avait été prévenu par Goku des enjeux du tournoi, etc. Et c'est bien, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir mis en scène le fait que, au final, on pensait avoir suivi Goku de tout le long depuis son arrivée du match préliminaire Univers 7 contre Univers 9, mais au final, il y a quelques petits trucs qui nous ont été cachés, comme par exemple cette discussion Goku-Piccolo. Et ça explique bien sûr pourquoi quand Gohan est venu recruter Piccolo, Piccolo lui a dit c'est bon, je suis prêt. Au final, il avait juste été averti. Et ça prouve aussi une chose, c'est que Piccolo est un personnage bien particulier dans la série, et probablement plus particulier que Vegeta. Vous savez que mon personnage préféré c'est Végéto, si vous enlevez les fusions c'est Vegeta. Mais malgré tout, en termes de lien de Piccolo avec la Team Z, et en particulier avec Gohan et Goku, il y a des personnages justement comme Krillin avec Goku, comme Piccolo avec Gohan et Goku, qui ont un relationnel beaucoup plus différent, beaucoup plus particulier. Et dans un cas comme celui-ci, dans lequel le mot d'ordre était de ne dévoiler à personne les enjeux du tournoi, vous voyez qu'à Piccolo, il n'y a pas eu de discussion, il l'a su direct. Et c'est aussi, je pense, pour mettre en avant le fait que Goku et Gohan vont compter sur lui en tant que stratège et conseiller justement dans le fameux tournoi du pouvoir à venir. Alors, la chose que l'on retient de ça, de cette discussion, mis à part que maintenant Piccolo est au courant, c'est que en plus il a récupéré des Senzu, histoire que à la fin du combat qu'il souhaite pousser à son maximum face à Gohan, il puisse se remettre en forme très très rapidement. Et du coup, Gohan a fait le choix de préférer de se focaliser à 100% sur sa colère et d'essayer de faire appel à sa colère pour déjà se transformer en Super Saiyan, en sachant qu'il n'en avait pas perdu la maîtrise, mais il était devenu beaucoup moins fort, y compris dans sa forme Super Saiyan, on le sait tous. Et malgré ça, Piccolo n'a toujours pas eu besoin d'enlever ses vêtements de combat pour pouvoir avoir le dessus sur Gohan, preuve que Piccolo a nettement progressé depuis Dragon Ball Z, pour parler de l'animé. Et maintenant les devins, là où on commence à comprendre que cet épisode aurait pu faire mieux, justement sur cette mise en avant de Gohan, parce que vous savez, pendant à peu près 80 épisodes de Dragon Ball Super, on nous a bassiné avec le fait que Gohan était devenu pas mauvais, mais s'était énormément endormi, ramolli, focalisé sur ses études, ne combattait plus, etc. Et qu'il était extrêmement loin du niveau de l'époque. Donc, en tant que fan de Dragon Ball tout court, sans parler de fan de Gohan, mais juste en étant fan de Dragon Ball, je pense qu'on était en mesure de s'attendre à un épisode qui allait se focaliser à au moins 90%, si ce n'est pas 100%, sur Gohan et Piccolo, histoire d'avoir un minimum de détails justement sur la remise en avant du personnage de Gohan et son, entre guillemets, retour. Et le souci, c'est que cet épisode-là n'aura pas été vraiment focalisé sur Gohan. On a eu pas mal de scènes qui sont venues couper l'épisode, comme par exemple celle-ci, avec Vegeta qui a changé la couche de bras, etc., avec Beerus et Whis qui se sont un petit peu moqués de Bulma. Le fait que Beerus était tenté de révéler les enjeux du tournoi, mais que si il le faisait, Bulma allait lui crier dessus sans cesse. Et je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que en rajoutant ces scènes en plein milieu d'une scène de remise en avant, de remise en forme de Gohan, je trouve que la animation a gâché un petit peu le moment. Pas complètement, mais un petit peu. Et pourtant, vous savez que j'adore ces scènes-là, dans lesquelles on va voir les scènes de famille. La semaine dernière, dans ma review, je vous avais dit, ça serait très drôle de voir Vegeta en train de changer la couche de bras. Eh bien, cette semaine, ils l'ont fait. Mais le problème, c'est pas cette scène-là. La scène était très bien faite. Le souci, c'est qu'elle était pas placée au bon moment et surtout pas dans le bon épisode. Et en plus, la transition pour en arriver là, mis à part si j'ai mal vu, mais en fait, il n'y en avait pas. Donc, c'était des transitions très brutales, voire même inexistantes, pour des scènes qui n'avaient pas vraiment d'importance. À la limite, on va en parler plus tard, c'est celle avec la nouvelle fille Saiyan qui avait le plus d'importance et Kiabe, etc. Mais même ça n'avait pas vraiment sa place dans cet épisode 88. Comme juste après cette scène avec Bra, Bulma, etc. qui est au téléphone pour annoncer à tout le monde la naissance de l'enfant, on a aussi une autre scène de famille, on va l'appeler comme ça, avec Marron et ses parents Krillin et C18. Les deux se battent une sorte de combat d'entraînement que C18 a pris un petit peu trop à cœur parce que voilà, elle a le titre des 10 millions de zéniths en tête qu'elle ne souhaite même pas partager avec son propre mari. Elle souhaite s'en servir pour elle-même et pour payer des choses à sa fille, rien d'autre visiblement. Et le pauvre Krillin ne pourra même pas s'acheter son fameux appareil d'entraînement, d'après ce qui a été dit. Et le souci avec cette scène-là encore, c'était la même chose qu'avec le bébé Bra juste avant. La scène était bien dans son ensemble, mis à part une petite incohérence pour moi quand on voit deux femmes du voisinage qui passent et qui voient C18 et Krillin se battre en mode Dragon Ball Z quand même, c'était un peu ça, et dire un truc du genre, ah c'est
c'est juste des querelles entre mari et femme. Non, c'est pas, quand vous n'êtes pas habitué au pouvoir de la Team Z, normalement, vous devez être surpris. Vous savez, comme dans le tournoi où Goten et Trunks se battaient et que tout le public avait les gros yeux là qui tombaient parce qu'ils étaient étonnés de voir ce qu'ils voyaient. Normalement, ces deux femmes auraient dû être étonnées et ne pas dire, juste une querelle entre mari et femme en voyant C18 et Krillin se mettre des coups qui les font voler dans tous les sens à une vitesse qu'ils n'arrivent même pas à suivre. Bon, c'est pas grave, c'est pas super grave. C'est vrai qu'il y a eu une petite réaction de ces deux femmes-là, mais honnêtement, pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Mais malgré tout, cette scène-là était cool parce qu'on voyait C18 et Krillin s'entraîner, même si c'était plus une rivalité qu'un entraînement. Mais une nouvelle fois, elle était très mal placée. Et en plus, elle était placée juste après la scène avec Bra. En gros, ils nous ont enchaîné deux scènes qui, selon moi, en tout cas, n'avaient pas vraiment leur place dans cet épisode d'aujourd'hui. Et pour moi, ça révèle d'un gros problème de structuration de la part de la Toonimation de ces épisodes, notamment quand elle est en roue libre sur ce qu'elle fait. Je dis qu'elle est en roue libre parce que bon, d'accord, il y a une trame de fond qui est le recrutement des membres du tournoi. On ne sait pas encore comment cette phase-là va être amenée en manga. Est-ce que ça va être zappé? Est-ce que le tournoi manga va commencer direct et on nous expliquera par la suite, durant le tournoi, comment les membres ont été recrutés? Voilà, ça peut être tourné différemment. Mais du coup, en ce moment, surtout avec les épisodes avec C17 par exemple, on sent énormément que la Toonimation a la liberté de faire ce qu'elle veut et ce qu'elle peut, en attendant que l'avancée du manga, de la trame bien sûr, de l'histoire de Dragon Ball Super, en manga et en animé soit plutôt équilibrée. Et donc pour faire ça, il faut rallonger les scènes qui existeront dans le manga, il faut en inventer, et quand on invente des scènes, il faut savoir où les placer. Et du coup, pour l'invention des scènes, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, mis à part l'intrigue autour des braconniers galactiques de la semaine dernière que je n'ai pas trop apprécié, tout ce qu'ils nous mettent pour le moment est plutôt agréable à voir. Mais pour moi, dans cet épisode 88, on aurait dû avoir entre 90 et 100% de Gohan, et ces scènes-là n'auraient pas dû y apparaître, et par exemple, cette scène-là avec Krillin avec Bra aurait très bien pu faire partie de l'épisode de la semaine dernière, raccourcir un petit peu l'intrigue des braconniers galactiques et nous mettre ça à la place, ça aurait été mieux. Ou alors, par exemple, dans le prochain épisode, le 89, je pense que vous avez tous vu la preview qu'il y a de l'épisode 89 en fin d'épisode 88, on voit que ça va être n'importe quoi et qu'il y aura sûrement que ça durant tout l'épisode, avec l'arrivée d'une fille mystérieuse qui sera liée à Tenshin Han, ça c'est le plus intéressant de l'épisode. Mais quand on voit la preview, on voit aussi un Kame Sennin en mode zombie, des élèves du dojo de Tenshin Han eux aussi en mode zombie, enfin vous voyez, on voit des trucs zombifiés, donc ça, ce n'est pas du tout propre à l'univers de Toriyama ou quoi que ce soit, avec des espèces de parchemins là collés sur la tête, ça avait l'air plutôt bien dessiné, mais c'est vraiment du pur rajout, vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi ne pas réduire un petit peu cette intrigue avec les Kame Sennin zombies, je ne sais pas quoi, et nous placer des phases de tranches de vie, comme ils ont voulu en faire dans l'épisode 88. Voilà, c'est ça la question que je me pose, et honnêtement, c'est le défaut principal de cet épisode 88, c'est de ne pas avoir mis assez Gohan en avant, tout ça pour nous envoyer des scènes qui étaient bien, mais pas du tout à leur place. Bon, et au final, quand on continue, on revient quand même sur du Gohan contre Piccolo, on voit que le combat a progressé, Gohan a beaucoup plus d'égratignures sur le corps, etc. Et vous savez, j'aurais préféré voir le combat complet de Gohan et Piccolo, même si c'était un petit peu stérile, même s'il n'y a rien de plus qui en serait ressorti, j'aurais préféré avoir de l'action pure entre Gohan et Piccolo pour être, inclus dans cette action-là, et que dans ma tête, je puisse sentir que Gohan a été poussé à bout. Mais le problème, c'est que si vous me cachez ces scènes-là et que je ne les vois pas, comment je peux ressentir la difficulté de l'entraînement que Gohan a passé si juste vous me montrez la fin, vous me dites, bon voilà, là, ça y est, il a beaucoup travaillé, et maintenant il va se transformer, vous voyez? C'est un petit peu ça aussi que je reproche à l'épisode. Par contre, une bonne chose qui a été apportée dans l'épisode, et j'en attendais beaucoup de ce côté-là, et j'ai été plutôt servi, c'est les espèces de leçons de vie, pas vraiment des leçons de vie, mais l'espèce de morale, l'entraînement moral, je vais dire, qu'a donné Piccolo à Gohan, qui collait plutôt bien à la situation. Et de toute façon, si vous avez suivi la revue du futur, vous savez que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par Piccolo dans cet épisode-là. Comme quoi, la colère de Gohan est un atout majeur, mais que s'il n'arrive pas à la contrôler et s'il n'arrive pas à avoir d'équilibre en lui, il ne pourra jamais être un bon combattant. Et le problème de Gohan, on l'a vu, c'est que soit il est à fond dans le combat et d'un coup il s'énerve, il va défoncer tout le monde, soit il s'en fout de tout et au final il a du mal à battre un petit ennemi. Parce que par exemple, même si vous avez bien aimé, et j'ai bien aimé aussi son combat contre Lavenda de l'univers 9, honnêtement le Gohan ultime qui s'était battu contre Super Buu se serait très très vite débarrassé de Lavenda, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et le problème, je pense, c'est que à ce moment-là où Piccolo a commencé à lui expliquer un petit peu comment ça marchait, je sais pas comment dire, mais c'était en gros une sorte de tuto pour être le meilleur guerrier, c'est un petit peu ça qu'était en train de lui faire Piccolo. J'ai l'impression que encore une fois Gohan, à ce moment-là de l'épisode, n'avait pas encore bien compris la leçon et s'est encore mis à puiser un petit peu plus sur sa colère. Et on a vu qu'il est un petit peu power-up. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'en début d'épisode, il s'est transformé, il était SSJ 1 et que là, il est monté vers le SSJ full power? Ça me semble cohérent. Si vous regardez ce passage-là de l'épisode, je vous affiche quelques screenshots, vous allez voir d'après la manière dont il a power-up, la manière dont son aura de Super Saiyan s'est un petit peu élevé, beaucoup plus condensé. J'ai l'impression que ses cheveux étaient un petit peu plus étirés vers le haut. On aurait dit du SSJ full power. Pour rappel, vu qu'on m'a posé la question, le SSJ full power, c'est ce qu'avait utilisé Goku pour se battre contre Cell, et c'est ce qu'avait utilisé Gohan pour se battre contre Cell avant qu'il devienne SSJ2. Voilà, c'est la même chose. Et de manière un
petit peu bizarre. On voit Gohan qui power up énormément, vous m'avez compris, mais voilà. Si on part sur la base qu'il était SSJ1, qu'il est passé SSJ full power, déjà c'est pas mal l'évolution, et on se serait dit que le combat allait reprendre de plus belle, et qu'on allait voir encore Gohan probablement souffrir face à Piccolo, quelque chose comme ça. Eh bien non, Piccolo décide de ne pas aller au combat, on ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé. Piccolo s'est carrément détendu, s'est mis à faire des sourires, à lui dire tu vas y arriver, c'est moi qui te le dis, etc. Gohan s'est mis à sourire, au final il s'est relâché de l'état qu'il venait de maîtriser, entre guillemets, à l'instant, et tout ça pour nous amener sur la pub. Si vous l'avez suivi en live, vous avez la pub au Japon, et dès que ça a repris, Gohan avait une nouvelle fois disparu pour nous laisser sur une scène avec Kiabe. Et si vous m'avez suivi pendant au moins ces dernières semaines sur la chaîne, vous devriez savoir que j'en attendais énormément justement de cette fameuse scène de recrutement. Pas forcément que dans l'univers 6, j'attendais de voir comment tous les univers vont recruter leurs membres. Et du coup, je vous avais dit, si au moins on a la chance de voir l'univers 6 recruter quelques-uns de ses membres, ça sera bien. Du coup, une nouvelle fois, cette scène-là qui nous a été donnée, de Kiabe qui cherche à recruter un membre, etc., elle est super cool, mais pour moi, elle n'avait pas sa place dans cet épisode-là, ou alors, au pire, vraiment au pire, à la fin de l'épisode, et on en avait même discuté avec un abonné de la chaîne en zone commentaire, et on en était arrivé à se dire, allez, au pire, ce qu'il faudrait faire, c'est concentrer 90% de l'épisode sur Gohan Piccolo, et mettre les 10% restants de la fin, un peu comme du teasing, on va dire, sur Kiabe qui va recruter son nouveau membre pour son équipe. Là, ça aurait passé. Mais pour moi, encore une fois, l'idéal, c'est que cette scène-là aurait été reportée à l'épisode 89. Et je pense que l'épisode 89, c'est-à-dire celui de la semaine prochaine avec les zombies, etc., aurait été beaucoup plus consistant si dedans on avait une intrigue autour de la mystérieuse fille Urine, qu'on avait une phase de tranche de vie pour une sorte de transition, etc., avec Vegeta ou autre, et cette fameuse scène de recrutement qui aurait pu être un tout petit peu plus longue aussi, si elle était en épisode 89. Mais étant donné que j'ai l'impression, je les condamne pas, mais en tout cas que l'Ato Animation prend pas forcément les meilleurs choix pour structurer ses épisodes, ben du coup je trouve que ça donne des trucs déséquilibrés. Et rappelez-vous de l'épisode dans lequel on a eu Boomaigre il y a quelques semaines en arrière, on a tout eu dans cet épisode en même temps, on a eu la réunion des Kaioshin, des Akaishin, on a eu de tout en même temps, le Boomaigre, enfin, ça partait dans tous les sens. Alors qu'honnêtement, ils pouvaient étaler, et ça reste subjectif, autant vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'ils auraient pu clairement étaler tout ça, et de toute façon ça se sent aux audiences, parce que la preview de l'épisode prochain est diffusée, et du coup les gens se disent, ben l'épisode prochain il a l'air bien consistant, donc je vais regarder, et quand ils voient que dans la preview il y a du Kame Sennin et Tenshin Han, et des sosies de Tenshin Han qui sont zombifiés, ben ils se disent je vais pas regarder. Et quand vous regardez les chiffres d'audience officiels qui sont donnés de Dragon Ball Super, ça se ressent. Et je vais vous dire une chose, quand je regarde les vues de mes propres vidéos, de mes reviews par exemple, je le sens aussi que vous êtes moins intéressés, et je le comprends. Et l'exemple est clair, si vous regardez le nombre de vues qu'a fait ma review sur l'épisode 86 de Dragon Ball Super, la première rencontre de C17 et Goku, là où on nous a parlé de Oob, etc., et que vous regardez le nombre de vues qu'a fait ma review de l'épisode 87, là où on était quasiment focalisé que sur les braconniers galactiques, le fossé est vraiment énorme. Tout ça pourquoi? Parce que la Toei n'arrive pas à intéresser les gens de la même manière, on va dire, en moyenne quoi, d'épisode en épisode. Bon, du coup, on va en parler de cette scène où Kiabe vient recruter un membre pour sa team. Il est en train de dire que selon lui, à lui tout seul ne pourra pas venir à bout de 70 ennemis. Et c'est cohérent, sachant que déjà face à Goku, il galérera. Donc bon, la logique est plus que correcte. Et Kiabe dit alors, étant donné la difficulté de la situation, je dois faire appel à lui. Et on voit Kiabe qui se dirige vers une planète. Et vous avez tous vu l'épisode, on sait que de base il voulait recruter un Saiyan, l'ancien chef de son escouade de protection de la planète Sadara, parce que vous savez tous maintenant que les Saiyans de l'univers 6 travaillent en sorte d'armée, d'escouade, etc., de protection de leur univers et de protection de leur planète. Ils sont des Saiyans libres, contrairement à ce qu'étaient les Saiyans de l'univers 7. Et la première question que je me suis posée en voyant le vaisseau progresser dans l'espace, c'est sur quelle planète s'est posé Kiabe. Et la logique, si on se dit que Kiabe est parti recruter un Saiyan, c'est que Kiabe serait alors parti sur la planète Sadara. Ben honnêtement, même si la logique nous indique ça, je ne pense pas que ce qu'on a vu, par exemple, là je vous montre un plan dans lequel vous voyez la planète, des petites zones montagneuses avec un espèce de dinosaure volant bleu, je ne pense pas que ça soit la planète Sadara. Je m'explique. Si vous regardez bien, je vous affiche un autre screen dans lequel on voit principalement deux planètes. Une qui est bien visible à gauche, et tout au fond, vous voyez une petite planète rouge. Et bien pour moi, on le voit à la direction que prend le vaisseau, Kiabe va sur l'énorme planète que l'on voit au premier plan. Et ça correspond bien au plan que je viens de vous montrer juste avant, dans lequel on voyait le dinosaure, et on voyait qu'une fois au sol, la planète était plutôt bleue et violette. Sachant que quand on regarde une planète de loin, c'est les couleurs principales qui ressortent, on voit pas les détails. Donc je pense que cette planète-là est inconnue pour le moment, on ne sait pas vraiment, sur laquelle il est parti recruter son fameux ancien chef d'escouade. Par contre, la planète au fond, la petite planète rouge, je pense que c'est la planète Sadara, sauf que Kiabe n'est pas allé dessus. Et si
Si vous vous rappelez ou que vous allez sur Google, et de toute façon je vous affiche l'image de la planète Vegeta dans Dragon Ball Z pour avoir une version colorisée, on peut dire que ces deux planètes-là sont un petit peu jumelles. Alors la planète Vegeta, dans l'histoire de l'univers 7, n'est pas la planète Sadara, ce sont deux planètes différentes. Mais dans Dragon Ball, on comprend que les planètes sont un petit peu à l'image justement du peuple, de la volonté de leur peuple. Ils ont une couleur qui est prédominante par rapport au peuple qui est dessus. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans l'univers 7, les planètes Vegeta et Sadara aient la même couleur, ce qui expliquerait que dans l'univers 6, la planète Sadara a aussi la couleur rouge. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire. Je ne pense pas vraiment qu'on était sur la planète Sadara quand on a vu Kiabe atterrir et tout ça. Je ne pense pas. En plus, c'était vraiment sec. Et en plus, ça pourrait s'expliquer assez facilement pourquoi il n'était pas sur la planète Sadara. Son ancien chef d'escouade lui a expliqué qu'il était retraité en quelque sorte, etc. à cause de son problème de jambe. Donc pourquoi pas avoir une sorte de retraite spatiale dans le sens où on voit que les deux planètes n'ont pas l'air très loin. Vous voyez la planète rouge au loin que je suppose être la planète Sadara, elle n'a pas l'air si éloignée que ça. Donc je ne pense pas que les anciens membres d'escouade retraités ou fatigués, je ne sais pas quoi, soient chassés carrément de la planète, mais ça doit être une forme de retraite pour être au calme, de migrer sur une planète qui est proche. Comme ça, vous gardez le contact avec votre planète d'origine, mais en même temps, vous êtes tranquille, plus de problèmes, plus de guerre, plus de bataille, etc. En tout cas, c'est comme ça que je vois un petit peu le délire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, ce fameux chef d'escouade se révèle être Renzo ou Renzu, un peu comme vous voulez. Bien sûr, il est un Saiyan, ça c'est clair et net. J'ai vraiment beaucoup aimé son design, beaucoup plus détendu que ce qu'on voit d'habitude chez les Saiyans, et ça prouve aussi le fait qu'il est en mode retraite. En plus, quand on sait que dans Dragon Ball Super, les Saiyans ont été plutôt rétrécis en termes de volume musculaire, et lui, il est plutôt bien imposant, donc voilà, ça changeait un petit peu. Sans compter en plus quelques traits de détail de ses yeux, son nez, tout ça, qui sont plutôt atypiques pour des Saiyans en comparaison avec l'univers 7. Et de cette petite rencontre très courte entre Kiabe, ou plutôt ces retrouvailles justement entre Kiabe et Renzo, on en retient quelques petits trucs. C'est que déjà que Renzo ne pourra pas participer au tournoi à cause de sa blessure à la jambe, on voit sa béquille au sol et tout ça, on voit même sa jambe le faire souffrir. Il nous est dit aussi que ces deux-là, Kiabe et Renzo, ne se sont pas vus depuis très longtemps, donc moi ça me fait poser la question de l'âge de Kiabe, et Kiabe pourrait s'avérer être plus âgé, un petit peu plus en tout cas que ce que l'on pense. Je sais que beaucoup de monde le voit par exemple entre 16 et 18 ans ou 19 ans maximum. Il se pourrait qu'il soit nettement plus âgé, quelque chose comme 25 ans ou quelque chose comme ça, en gardant en tête que les Saiyans vieillissent, ou du moins physiquement en tout cas, ont un rythme lent de vieillissement, je sais pas comment on dit ça, il y a un mot pour ça mais j'ai oublié, et à la demande de son maître qui aurait appris, on ne sait pas vraiment comment, de son ancien maître chef d'escouade plutôt, Kiabe lui montre à quoi ressemble le SJ-1, et son chef d'escouade est impressionné par le pouvoir que Kiabe a. Mais Renzo ne dit pas si ce pouvoir-là le dépasse ou pas, voilà, on ne sait pas vraiment. Est-ce que Kiabe est devenu meilleur que son ancien chef d'escouade, et au final, Kiabe ne s'en rend même pas compte parce que pour lui, son chef d'escouade c'est le plus fort qui pouvait exister. C'est pour ça que même si la comparaison a été un petit peu faite en disant Hit ne pourra pas s'occuper tout seul de tout le monde, alors je vais chercher Renzo, sous-entendant que Renzo serait un élément vraiment primordial de l'univers 6 comme pourrait l'être Hit, au final on ne sait pas. Est-ce que c'est Kiabe qui se fait un petit peu trop de rêves, il a déjà dépassé le maître, vous voyez, je pense que la situation est plutôt comme ça. Tout ça au final pour que Renzo conseille à Kiabe d'aller recruter sa propre sœur, bien sûr la sœur à Renzo. Et c'est un moment très court de l'épisode mais qui je pense vous aura marqué énormément, étant donné que l'on y a vu apparaître pour la première fois de manière officielle dans la série Dragon Ball Super, et cette fois-ci dans la version animée, la fille Saiyan qui nous est tant promis dans Dragon Ball Super. Et son nom serait Cauliflower. Alors vous avez dû avoir des traductions qui disent Califra ou Caulifra, un petit peu des deux, surtout pour les fansubs FR. Mais moi le nom que je vous donne, Cauliflower, est issu des sous-titres officiels qu'a créé elle-même et donné elle-même la animation au site américain Crunchyroll. Et c'est vrai que quand on écoute Renzo le dire et Kiabe le dire, ça fait un petit peu Califra. Mais je pense que le fait que ça soit dit Califra, et ça sera probablement Califra en VF, vous savez quand ils vont le traduire, faire les doublages, le manga, les tomes, etc., ça sera probablement Califra, mais il semblerait que la transcription la plus exacte soit Cauliflower, et c'est la Toei Animation qui le dit elle-même. Parce que pour rappel, la Toei a un partenariat avec deux sites américains auxquels elle envoie elle-même les sous-titres qu'elle a créés. C'est pour ça que voilà, je me permets de vous dire ça serait plutôt Cauliflower, malgré la prononciation que vous entendez. Et visiblement, cette Cauliflower était entourée dans une espèce de repère, en toute logique, d'autres Saiyans, même si leur look ne ressemblait pas vraiment à des Saiyans, surtout leur couleur de cheveux. Celui à droite, on dirait qu'il a une espèce de teinture rouge, pareil pour celui au fond. La couleur de leurs yeux, à droite, il est plutôt clair, il n'a pas les yeux noirs. Et en plus, les designs étaient repompés sur pas mal de personnages connus. Celui à gauche fait penser énormément au personnage de Rild dans DBGT, je pense que vous l'avez tous reconnu. Au fond, il fait penser énormément aussi au sergent métallique qui faisait partie de l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball et que Goku avait affronté. Donc tout cela donne l'impression de former une sorte de gang dont Cauliflower serait à la tête. Et au final, on n'en sait pas grand chose de plus parce que mis à part l'avoir mangé un bout de viande et fixé la caméra entre guillemets, on n'en sait vraiment pas plus. Par contre, Renzo nous a dit que son potentiel est nettement plus élevé que le sien à lui-même à Renzo. Donc il y a fort à parier que de base cette fille serait très forte. Bon, même si le potentiel et la force sont deux choses différentes, mais vous m'avez compris. Et Kiabe semble aussi la connaître. Il semble
semble avoir une sorte de passif avec elle. On ne sait pas comment ils se connaissent, s'ils ont eu des embrouilles, si elle est une sorte de criminelle au final pour la planète Sadara. Il y a des gens qui parlaient de passif amoureux entre les deux. Bon voilà, on ne sait pas vraiment pour le moment. Quoique, à la limite, pourquoi pas justement le passé de criminel. Parce que étant donné que Kiabe est un petit peu la police de Sadara et que elle a l'air de faire partie des méchants, on ne sait pas vraiment, mais bon, ils avaient pas l'air très accueillants en tout cas de son côté. C'était vraiment le cliché des méchants de rue. Même dans les films américains, etc., c'est un petit peu pareil. Les blousons en cuir, un feu un petit peu sauvage entre les deux. Là, vous voyez, bon, voilà, c'est un petit peu l'impression qu'elle donnait. Et du coup, la question que beaucoup de gens se posent autour de cette fille-là, c'est est-ce qu'elle est la fille Broly ou pas? Celle qu'on en a vu se transformer dans l'opening dans une transformation et une forme physique très similaire à celle de Broly, même si je vous le rappelle, et je vais vous l'afficher à l'écran, on a eu un autre visuel de elle, de cette fille-là, qui avait une musculature bien plus fine. Et je continue de penser que la transformation de cette fille-là sera en 2 étapes. Elle passera par une forme buffle un petit peu, là, à la Broly énorme, et qu'elle va contracter et resserrer ses muscles pour avoir une forme déjà plus féminine, et quelque chose de certainement beaucoup plus impact, quelque chose de beaucoup plus dynamique au combat, etc., que la forme ultra musculaire à la Broly. Je pense que ça va être en 2 étapes, et que l'opening nous montre que la première étape, bien sûr pour exciter les fans autour de l'idée d'une Broly bis ou quelque chose comme ça. Et d'après la logique, il semblerait que cette fille soit vraiment l'espèce de fille Broly comme on l'appelle. Et pour une raison toute conne mais qui a du sens en même temps, c'est son nom. Vous savez tous que les Saiyans ont des noms qui sont issus des végétaux et la plupart du temps de légumes, et c'est la même chose pour l'univers 6, et Kiabe c'est pareil, ça vient de chou en anglais, donc c'est la même chose. Renzo que l'on vient de découvrir aujourd'hui, ça veut dire épinard, et cette fille-là, Cauliflower, ça veut dire chou-fleur. Et je pense que tous les fans de Broly savent que Broly c'est pour brocoli, de toute façon ça sonne déjà comme brocoli. Donc il est clair pour moi que cette fille-là est l'hommage à Broly que l'on attend tous dans la série Dragon Ball Super, et que l'hommage à Broly lui est rendu même jusqu'au nom qui est donné à cette fille-là. Et je suis vraiment très très favorable au fait que ça soit elle, parce que voilà, déjà on nous a posé un fond d'histoire autour de cette fille-là qui n'a pour le moment absolument rien à voir avec Broly. Et je trouve que c'est tant mieux, voilà, parce que Broly n'a jamais eu d'histoire de gang, on ne nous a jamais parlé de grand frère ou de petit frère même de Broly ou quoi que ce soit. Et vous voyez que là pour le moment la Toei n'a pas posé un cadre similaire à celui de Broly et Paragus. On nous a pas montré le père de cette fille-là qui nous a dit que cette fille était incontrôlable ou je sais pas quoi. Il y a juste Renzo qui a mentionné que cette fille avait en elle un potentiel bien plus énorme que Renzo, mais sans nous dire méfie-toi si elle se transforme ou quoi que ce soit. Du coup pour le moment j'aime beaucoup même la direction que ça prend et j'espère que ça va continuer. La seule question que je me pose, et je n'ai pas vraiment de réponse, je vous le dis, par rapport à la fille que l'on voit dans l'opening, ce n'est pas la tenue vestimentaire, ça peut vite se changer, mettre une tenue de combat, etc. Une fois que Kiabe l'aura recrutée, elle pourra mettre les habits de combat féminins de la planète Sadara, ça c'est pas un souci. Et puis même pour les cheveux, les attacher, ça prend 2 secondes. Mais le problème, c'est que dans l'opening, on voit que cette fille-là a l'air très timide et se sent attaquée ou quelque chose comme ça, et qu'elle va d'un coup relâcher sa transformation. Alors que pourtant, dans l'épisode 88, cette fille-là a l'air plus que sûre d'elle. Donc le souci est de savoir pourquoi la Cauliflower qu'on voit dans l'épisode 88 est extrêmement sûre d'elle, d'après ce qu'on voit en tout cas. Elle avait même l'air un petit peu hautaine, voilà, un petit peu sur les bords. Tandis que la fille de l'opening, en termes de caractère, d'après ce qu'elle nous faisait ressentir, avait l'air complètement à l'opposé. Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser pour avoir une bonne réponse. Et hier dans la nuit, en live, et je vous remercie d'avoir été si nombreux durant le live, encore merci, vous avez été nombreux à me parler d'un dédoublement de personnalité. Alors oui, c'est pas impossible, mais bon, pour le moment, j'y crois pas trop. Après, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Et puis là, pour le moment, on est en train de faire des généralités aussi sur le caractère de cette fille-là à partir d'un extrait de 2 secondes. Donc il y a quand même pas mal d'idées qu'on pourrait développer par la suite, comme le fait que cette fille-là soit à l'aise quand elle est dans son élément et que dès qu'elle n'y est plus, entourée des dieux, ou qu'elle va se faire attaquer par un groupe d'ennemis ou quelque chose comme ça, et qu'elle va se sentir très très perdue. Et ça sera pas la première fois qu'on voit un personnage très confiant en arriver à être le plus timide de tous. Et si vous regardez et vous suivez Boruto, le personnage de Metal Lee en est un exemple parfait. On n'arrête pas dans la série de nous dire que Metal Lee, le fils de Rock Lee, fait tout à la perfection, etc., se bat super bien, mais dès qu'il y a du monde qui le regarde, il est hyper timide, il arrive à plus rien, et il devient le plus nul presque de tous. Donc je ne pense pas que les traits de caractère de cette fille-là seront comme ça, mais on peut imaginer que dans une situation X ou Y, elle soit vraiment mise à l'épreuve et elle ne puisse plus contrôler ses moyens, c'est possible. Je veux pas partir trop loin dans le délire, mais quand on voit qu'elle est accompagnée d'une bande, d'un espèce de gang, etc., ça doit être aussi quelque chose de rassurant d'être entourée de cette espèce de gang pour sa propre protection. Et si dans le tournoi, elle se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas l'habitude de vivre, dans le sens où ils vont lui tomber à plusieurs et qu'elle soit toute seule pour se battre, ben ça peut vraiment changer les choses. Et ça, même dans la vraie vie, il y a plein de gens qui se sentent bien confiants tout ça quand ils sont en groupe, et dès qu'ils sont seuls, ben ils ont très peur, vous voyez, donc ça peut être aussi ce type de situation-là. Bon, et du coup, finalement, on revient sur Gohan. Et je me répète un petit peu, mais vous comprenez encore une fois que c'était maladroit de nous parler de la fille Broly un petit peu comme ça, parce que ça amène beaucoup de questions en plein milieu d'épisode, alors que juste avant, on vient de voir Bra, on vient de voir C18 et Krillin, enfin, il y avait un petit peu à boire et à manger dans l'épisode, et c'était pas correctement placé, et d'un coup, on retombe sur Gohan, alors qu'on l'avait presque oublié, parce que l'intrigue autour de cette fille Broly-là attise vraiment beaucoup de fans de Dragon Ball, vous voyez, ça déséquilibre trop l'épisode. Surtout que le combat entre Gohan et Piccolo a encore un petit peu progressé, et au final, Piccolo, lui,
lui dit d'aller à un niveau encore supérieur et Gohan nous sort le SSJ2. Chose que visiblement il n'arrivait pas du tout à faire dans la série ces derniers mois. Sinon, il est clair qu'il l'aurait utilisé face à la Venda, il est clair qu'il l'aurait utilisé face à Freezer. Donc un petit peu comme ça, Gohan nous ressort le SSJ2 alors qu'il y avait tellement à faire, tellement à creuser pour qu'il puisse y arriver. Honnêtement, l'aspect émotionnel du retour de Gohan a tellement été effacé dans cet épisode-là et c'est ça que je regrette le plus. Et pourtant, on a eu droit à quelques beaux visuels et je vous les affiche de ce Gohan SSJ2. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de la transformation de SSJ2 dans l'anime de DBS. Je la trouve pas super bien dessinée, ça c'est personnel. Dans le manga, je la trouve plutôt réussie, mais dans l'anime DBS, que ça soit sur Mirai Trunks ou sur Goku, je l'ai jamais trouvé trop belle à voir alors que c'est ma transformation Saiyajin préférée, c'est le SSJ2. Et petit à petit, alors du coup, Piccolo commence à reconnaître cette force que cache Gohan depuis qu'il est passé un SSJ2 et on continue de comprendre que Piccolo a vraiment grandement progressé, vu qu'il est capable de tenir tête à Gohan maintenant devenu SSJ2 et même de prendre le dessus, d'arriver à l'étrangler et à le faire tomber dans une sorte de coma, enfin je sais pas si on pourrait appeler ça une mort, enfin ça ressemble énormément à la manière dont Goku était entre guillemets mort dans les épisodes 71 et 72 et que Piccolo tentait de le réanimer et que lui-même n'y arrivait pas et qu'il avait fallu que le ki de Goku lui retombe sur sa poitrine pour le réanimer. C'était un petit peu la même chose. Alors d'un côté c'était cool de voir Piccolo vraiment gérer la situation, il a presque tué Gohan et il s'est dit tiens je vais le réanimer, donc le mec gérait ce qu'il faisait du début à la fin, mais après ça ouvre un petit peu discussion, est-ce que Piccolo serait vraiment capable de mettre Gohan SSJ2 dans cet état-là? Alors honnêtement ça m'a un petit peu surpris, c'est un petit peu difficile à croire mais c'est pas impossible non plus, parce que je ne pense pas que là Gohan était quand même au niveau d'un grand SSJ2, je pense par là qu'on avait plus le niveau de Gohan SSJ2 face à Cell, et surtout qu'il faut se rappeler que la Toonimation aime bien imager les choses plutôt que être cohérente sur les niveaux de puissance, et du coup je pense que le message qu'il y a là derrière, même s'il ne nous a pas été bien raconté, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est de se dire, même si la force physique est là, même si elle est probablement supérieure à celle de Piccolo, si le mental n'est pas là, ça ne marche pas. Je pense que c'était ça. Et je suis pas en train de tenter de justifier l'injustifiable, mais je pense, et c'est ce que Piccolo a dit lui-même, que tout est lié à ce fameux mental de Gohan, et que Piccolo de son côté, lui, avait progressé à un point qu'on ne connaît pas vraiment, et que lui en plus, Piccolo, son mental était vraiment béton. Honnêtement, si vous voulez mon avis, avant de voir cet épisode-là, si vous m'avez dit, d'après toi, de quel niveau de puissance estimerais-tu Piccolo, je vous aurais dit, je pense qu'il est à peu près du niveau SCJ Full Power. C'est à peu près à ce niveau-là que je l'aurais estimé. Mais la Toei Animation a voulu forcer un petit peu plus là-dessus, je ne sais pas si ça sera repris également dans le manga, et même si ça me choque et si c'est une pilule un petit peu difficile à avaler, c'est vrai, ça rend un tout petit peu honneur au personnage de Piccolo. Et après ça ouvre des débats encore de puissance, alors pourquoi est-ce qu'il s'est fait écraser aussi vite face à Frost, le niveau de puissance de Frost qui est pas bien clair non plus, voilà, bon, je le sais, il y a un manque de fond et de cohérence, si vous voulez on en parlera dans d'autres vidéos, on peut essayer d'éclaircir ça, mais maintenant je commence à prendre l'habitude, et peut-être la mauvaise habitude, que la Toonimation préfère essayer de passer des messages maladroits au détriment de la cohérence, et principalement au détriment des niveaux de puissance en fait dans DBS. Et quand je vous parlais du fait que cette intrigue autour de Gohan était bien trop abrégée, ben là on a vu l'apogée de ce que je viens de dire, parce que en quelques mots, Piccolo a fait en sorte que Gohan devienne dans une transformation déjà surprenante et très courte, potentiel éveillé. Et déjà moi ce qui m'a choqué c'est que Gohan passe par ses transformations Saiyajin 1 et 2 pour arriver à redevenir le Gohan ultime que l'on connaît, alors que normalement il n'est pas censé être nécessaire de passer par des transformations Saiyan pour y arriver. Et en plus, la forme ultime n'est tout simplement pas une transformation, c'est ça le problème. Dites-moi en zone commentaire si ça vous intéresse que je vous propose une vidéo, on va dire explicative, même si j'ai pas cette prétention là, mais vous m'avez compris, concernant la forme ultime de Gohan, histoire d'essayer de remettre un petit peu ensemble les choses à plat, parce que vraiment, peut-être que dans les jeux vidéo vous avez eu l'occasion de vous transformer en Gohan ultime, mais mis à part ça, la forme potentielle éveillée de Gohan n'est pas du tout une transfo, et là la manière dont ça a été présenté, on aurait dit que c'était l'évolution du Saiyan, à la place d'avoir le SSJ3, Gohan aurait le Gohan ultime, non ça n'est pas vrai. Et pour moi il était clair et il était ultra cohérent que Gohan retombe en forme normale de base et qu'il power up d'une manière différente du SSJ 1 et 2 et en arrive à ce qu'on a vu dans l'épisode là avec sa forme ultime, avec le ki blanchâtre autour de lui, etc. Bon, et bien sûr au passage la fameuse mèche, on voit que la Toonimation a voulu respecter ça pour les fans, etc. Voilà, c'est une ordre de goût, que vous préférez Gohan avec la mèche ou pas, bon voilà, c'est plus du goût, et c'est même un petit peu bizarre de se dire que le mec quand il se transforme il a la mèche qui tombe, ça en devient un petit peu ridicule, vous voyez. Autant les cheveux qui deviennent jaunes et qui s'hérissent, c'est vrai que pour un Super Saiyan bien sûr c'est un petit peu ridicule, mais bon voilà, ça va avec le fait qu'il y a une transformation, donc changement de couleur, et le fait qu'il se relève complètement, tous les cheveux et pas juste une mèche, ça nous montre aussi qu'il y a eu un changement de puissance. Mais le fait que la mèche tombe, mis à part pour le fait qu'il soit cool, voilà, je vois pas où est le message là-dedans. Mais je vous rassure, moi aussi je préfère Gohan avec la mèche, mais bon voilà, la manière dont ça a été fait, je trouve encore une fois que ça a été maladroit, et pourtant je veux pas cracher sur la soupe, mais bon, malheureusement. Et en plus on voyait ses cheveux qui devenaient jaunes et noirs, un peu, voilà, vraiment comme une transfo. Et je trouve pas ça dans la logique du potentiel éveillé de Gohan. Bon, malgré tout, la scène finale dans laquelle
laquelle Gohan apparaît est très cool et très classe, dans le sens où le ciel a été complètement dégagé des orages, la noirceur de ce ciel-là est devenue d'une pureté éclatante, avec le soleil qui a pu passer, il y avait vraiment des scènes très très cool à ce moment-là, et on en est arrivé à une scène quasi finale dans laquelle Gohan, et c'était plutôt pas mal, a dit à Piccolo je ne vais pas me retenir, et Piccolo a utilisé sa technique de clonage, de multiplication, un peu comme vous voulez, pour pouvoir attaquer Gohan dans tous les sens, et Gohan les a tous défoncés, ce qui était tout à fait logique de sa part, pour au final aussi défoncer le bras à Piccolo, le vrai. Bon, on sait que ça pose aucun problème, parce que Piccolo peut ressouder son bras, etc., peut le refaire pousser au pire des cas, ce qui a eu pour effet de déconcentrer Gohan en fait, et de faire en sorte qu'il se mette à s'excuser, à se ramollir pendant le combat alors qu'il venait de retrouver une motivation, et Piccolo en a profité. Il lui a encore fait la leçon en lui disant « Tu viens de baisser ta garde, maintenant je t'attaque dans ton dos », et c'est encore une leçon pour Gohan pour le fameux tournoi du pouvoir. Piccolo mène vraiment l'éducation à la dure à Gohan, et ça c'est vraiment plutôt pas mal dans l'épisode, c'est pour ça que j'aurais voulu en voir plus. Et au final, j'ai vu beaucoup de fans crier au scandale parce que Piccolo avait réussi à faire du mal à ce Gohan ultime qui venait d'apparaître. Le souci c'est que là c'est pas dans un mode de combat à la loyale, là mettez-vous bien en tête que Gohan a cru qu'il avait complètement défoncé Piccolo, même si c'est un petit peu bête de sa part parce qu'il sait que le bras peut repousser, etc. Mais bon, passons ça. Et au final, il s'est complètement relâché. Et Piccolo le fait remarquer aussi en disant à Gohan, tu as probablement tiré ça de ton père. Et rappelez-vous de Goku qui s'était fait avoir par un simple laser dans l'arc Résurrection de Freezer. Malgré la puissance qu'il détient en lui, dès qu'il se relâche, dès que sa garde n'est plus en place, ça y est, tout son corps devient plutôt faible. Relativement faible, bien sûr. C'est pour ça que dans la logique des choses, au final, un Piccolo qui, d'après l'auto-animation, aurait dépassé le SSJ2 de Gohan, pourrait faire du mal à un Gohan ultime qui aurait baissé sa garde. Et au final, ça me semble pas si logique. Le truc, c'est de savoir est-ce que vraiment Piccolo aurait dépassé le SSJ2 de Gohan. C'est plus ça la question. Et au final, la leçon du jour se terminera là et reprendra probablement dans les prochains épisodes. Et si ça vous intéresse de savoir quel est l'avenir, le futur de Gohan, n'hésitez pas à checker mes vidéos sur la chaîne. J'en ai une en particulier qui en parle avec les spoilers épisodes 89, 90, 91 et je crois 92 aussi, dans laquelle on a beaucoup plus de détails sur ce que va devenir Gohan. Bon, du coup, c'est la fin de journée, c'est le moment où les deux vont se remercier, on va dire ça comme ça, se serrer la main. Et il y a une mini incohérence, mais c'est pas très grave parce que c'était pour le bien de la nostalgie avec le fameux dinosaure. C'est un petit peu culte maintenant de couper la queue du dinosaure et de le bouffer. Alors c'était drôle, etc., de le voir partir en courant une fois qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait probablement assommer et qu'ils sont en train de le faire cuire. La petite incohérence là-dedans, c'est que Piccolo avait ramené des Senzu, histoire de se guérir à la fin. Et normalement, l'autre propriété des Senzu, à part guérir, soigner et tout ça, c'est aussi de vous remplir complètement l'estomac. Du coup, là vraiment, je m'attarde sur un détail sur lequel je devrais pas m'attarder, mais bon, la logique ne voudrait pas qu'ils aient faim ou qu'ils veuillent manger les dinosaures, étant donné que le Senzu est censé remplir leur estomac et faire en sorte qu'il n'ait plus faim du tout. Et justement, en parlant d'évolution de Gohan, Piccolo nous dira aussi que Gohan peut encore plus évoluer que ça. Alors c'était pas bien clair dans les sous-titres qui ont été donnés, à savoir si Gohan est en dessous du niveau du potentiel ultime qu'il avait à l'époque face à Super Buu, et c'est ce que je crois honnêtement. Je pense qu'il n'est même pas revenu au même niveau qu'il pouvait avoir à l'époque, même si la forme est la même, la forme mystique, ultime, etc. Mais ça veut aussi dire que Gohan va encore bien plus évoluer, et Piccolo est bien conscient qu'il peut aller bien plus loin, et Goku en est aussi conscient. Alors en tout cas, c'est un message clair que l'auto-animation nous donne concernant le rôle et les évolutions de Gohan à venir, pour nous dire que ce n'est pas fini. Là, il a juste récupéré un niveau plus ou moins similaire à ce qu'il avait à l'époque. Moi, je pense que c'est moins, mais bon, peu importe. Et qu'il va aller beaucoup plus loin. Et sans parler plus loin en termes de puissance brute, on sait aussi maintenant, et c'est une très bonne chose, que Gohan et Piccolo vont élaborer des techniques en duo qui vont préparer des attaques, des combos, etc. Et ça risque d'être bien cool à voir durant le tournoi. Et la question est, est-ce qu'ils vont mélanger des vieilles techniques ensemble, par exemple un Kamehameha Makanko Sampo, ce qui serait vraiment pas original, mais ce qui serait vraiment surprenant en tout cas, ou est-ce qu'ils vont carrément nous inventer de nouvelles combinaisons et attaques à deux, ce qui serait quand même nettement plus intéressant. Du coup, les devins, c'est la fin de l'épisode, avec encore le ring, le terrain qui se construit. On voit de plus en plus à quoi il va ressembler, même si d'après les spoilers, on a déjà vu exactement à quoi il ressemblait, et l'opening nous le montre aussi, donc ça, ce n'est plus vraiment un gros suspense de la série, pour nous laisser sur une phase d'humour plutôt sympa avec Yamcha, qui avait plutôt sa place dans l'épisode, parce que là, c'était vraiment à la toute fin, une fois qu'on en avait fini avec Gohan. C'était plutôt drôle, et c'était plutôt court, et là, c'était placé vraiment au bon moment. C'est plutôt les scènes que l'on a eu avant, qui n'avaient pas leur place pour moi dans l'épisode, mais bon, c'est peut-être moi qui en fais trop, mais voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Du coup, les devins, on se reparle très très vite sur la chaîne, pour bien sûr d'autres spoilers, etc., notamment aussi l'interview de Toyotaru dont je souhaite vous parler sur la chaîne, qu'il a donné récemment en Italie, et on se voit également pour l'épisode 89 de Dragon Ball Super, dont on va se parler de la fameuse preview avec ces zombies là, du dojo de Tenchinan et tout ça. Et pour le moment, je me permets alors de vous remercier énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo là, et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.